Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour cette partie. On fait le point dans votre magazine d'information générale et découverte et tout ce que vous voulez. Bon matin. L'Assemblée nationale a déclaré recevable la semaine dernière, c'est-à-dire le jeudi, le projet de budget exercice 2022. Ensuite, il a été envoyé à la commission économique et financière pour approfondissement et toilettage. Et donc, pour rappel, ce projet de loi de finances exercice 2022 est chiffré à hauteur de 20 730,1 milliards de francs congolais, soit 10 milliards de dollars américains qui, par rapport justement au budget initial de l'exercice 2021, était chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais, donc un taux d'accroissement qui s'observe de 41%. Quels sont les facteurs explicatifs de cette augmentation? On en parle dans cette émission, dans cette partie de Bon Matin, c'est-à-dire on fait le point avec l'économiste, le professeur Jean Bosco Kaoma. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour la première fois d'ailleurs dans ce programme. Vous avez suivi tous les parcours de la présentation du budget exercice 2022 par le gouvernement Sama Lukonde. Déjà, pour parler de la première question, qu'est-ce qui justifie cette augmentation n'est-ce pas, de budget lorsqu'on regarde que l'exercice 2019-2021 était plutôt en dessin? Voilà, merci d'abord pour la préoccupation. Je dis qu'il n'est pas essentiel de justifier, de donner la raison de l'augmentation. Mais cependant, il est important pour la République démocratique du Congo. Il est important, sans justifier les raisons qui ont poussé le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que le Parlement à pouvoir adopter ce budget, mais il est important de pouvoir augmenter le budget de la République démocratique du Congo. Nous sommes partis de 7 milliards à 10 milliards. C'est une augmentation de 3 milliards de dollars, mais c'est insignificatif. C'est-à-dire c'est un budget de 10 milliards de dollars, un budget insignificatif pour la République démocratique du Congo au jour d'aujourd'hui. Mais il faut saluer cette augmentation, ce souhait. Moi, j'appelle souhait, pas réalisation. Ça reste une intention. Tout à fait, c'est une intention, c'est un souhait, c'est une volonté de pouvoir apporter ou amener le budget de 7 milliards de dollars à 10 milliards de dollars. C'est une très bonne volonté. Mais cependant, au jour d'aujourd'hui, c'est un budget insignificatif. Pourquoi? Insignificatif tout simplement par le fait que lorsque vous essayez, n'est-ce pas, de regarder, n'est-ce pas, d'observer la situation économique de la République démocratique du Congo, la taille et la superficie de la République démocratique du Congo, la RDC est un pays en difficulté, un pays pauvre, très endetté, un pays du quart monde. Il faut suffisamment de moyens économiques afin de pouvoir redynamiser l'activité économique, afin de pouvoir relancer la croissance économique, afin de pouvoir développer in fine l'économie de la République démocratique du Congo. C'est très important. Donc s'ils partent de 7 milliards à 10 milliards, d'ailleurs pour les années passées ou l'année passée, j'ai dit que 7 milliards c'était insignificatif. C'est un budget insignificatif. Même au jour d'aujourd'hui, 10 milliards de dollars c'est encore insignificatif. Et donc, depuis les années 1990, la République démocratique du Congo présente une situation budgétaire défavorable. Et même sa présentation budgétaire, sa mobilisation des recettes afin de pouvoir redynamiser l'économie de la République démocratique du Congo. Mais pour le cas de l'exercice 2022, nous voyons un budget de la République démocratique du Congo insignificatif. Et donc, la volonté ici de partir de 7 milliards de dollars à 10 milliards, il faut saluer, mais nous avons besoin de beaucoup de moyens pour redynamiser la République démocratique du Congo. D'abord, les infrastructures de base. Ici, je situe les routes. Les routes, vous devez relier le nord au sud, l'est à l'ouest en passant par le centre. Et donc, voilà... Ça reste encore une difficulté jusqu'aujourd'hui. Tous ces projets de budget, des finances n'ont pas pu, bon, à la limite, apporter une solution, je vais dire, solide par rapport à cette problématique. Tout à fait. Nous avons observé par les années passées et même cette année que la situation en République démocratique du Congo, la géographie économique de la République démocratique du Congo, l'impact économique de l'économie congolaise par rapport à l'amélioration des conditions de vie de la population demeure téméraire. C'est-à-dire que les Congolais continuent à souffrir. Et donc, la situation de l'année passée est différente de celle de l'année 2021. Et donc, nous sommes en train de reculer.
Et donc, je ne vois pas comment est-ce que le budget 2021 par rapport à celui de 2020 a pu, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie de la population. Et ici, je reste encore pessimiste parce que je l'ai été. Et les efforts qui ont été fournis en 2020-2021 sont des efforts qui se sont lancés dans une situation de vin. C'est-à-dire que nous avons observé, c'est la République démocratique du Congo a fourni très peu d'efforts afin de pouvoir, via son pouvoir exécutif, afin de pouvoir redynamiser, relancer l'activité économique. Et donc je reste encore pessimiste de penser que ce budget, je vais tout de suite à grande vitesse en disant tout simplement que le budget 2021 ne pourra pas apporter de l'eau au moulin, c'est-à-dire ne pourra pas transformer ou améliorer les conditions de vie du citoyen congolais. Justement. Alors comment parvenir, parce qu'on parle d'une sorte d'analyse, comment parvenir à l'accroissement, puisque vous l'avez salué, l'accroissement de cette recette, l'augmentation de ce budget, vous l'avez salué, mais comment parvenir, quels sont les paramètres? Voilà, je voudrais d'abord mettre l'accent sur la mobilisation financière. Et donc la mobilisation financière, parce que le budget de la République démocratique du Congo est tiré par une mobilisation des recettes qui se focalise exclusivement sur les finances publiques, et donc la gestion des finances publiques. Alors, lorsque vous essayez d'observer, n'est-ce pas, le niveau de vie du citoyen congolais, nous ne pouvons pas focaliser la collecte des fonds sur les opérations fiscales et parafiscales, lesquelles opérations seront essentiellement focalisées sur les citoyens congolais. En d'autres termes, donc, le pouvoir exécutif ne peut pas demander à la population congolaise, à la population RD congolaise, de payer les impôts et les taxes. Je soutiens cette hypothèse. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays du quart-monde, un pays pauvre très endetté, où une population a un revenu inférieur à 2% le jour. Un revenu, 2 $, je veux dire, le jour. Oui. Par conséquent, donc, on peut payer. Non, pas du tout. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est une explication scientifique et économique. Ici, je ne parle pas d'une intention, d'une analyse subjective. Ici, mes analyses sont objective et même scientifique. Alors, j'ai dit tout simplement ceci. Lorsque vous avez une population pauvre et que vous arrivez à asphyxier cette population avec des opérations fiscales et parafiscales afin de mobiliser les recettes publiques, c'est-à-dire de maximiser l'assiette fiscale, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez empêcher cette population, ce citoyen congolais, de pouvoir acheter. C'est-à-dire que vous l'empêchez de manger. Parce qu'il a un revenu faible, ça va, de 2 $ le jour, c'est-à-dire 80% ou 95% de la population, il n'existe pas de classe moyenne en RDC, il n'existe plus. Cette classe a disparu depuis les années 1990. Vous avez la bourgeoisie et vous avez les prolétaires, c'est-à-dire les pauvres. Ils n'existent plus. Et ces pauvres sont dans cette fourchette de 85% à 90%, ça va, de pauvres. Et ils consomment 2 $ le jour, ça va. Alors, quand vous demandez à une telle population de payer l'impôt, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous condamnez à ce citoyen de ne plus manger. Ça va, c'est que vous allez ponctuer sur les 2 points, le 2 $ le jour. Naturellement. Vous l'empêchez de manger. Vous l'empêchez d'envoyer ses enfants à l'école. Vous l'empêchez d'envoyer sa femme, ses enfants et lui-même à l'hôpital. Ça va? Vous l'empêchez même d'enterrer lorsqu'il se retrouve dans une situation de deuil. Oui, c'est une situation plutôt asphyxiante. Je voudrais terminer ma petite réflexion. Donnez-moi 30 secondes. Alors, j'ai dit tout simplement, à l'inverse, il ne va plus acheter les biens qui ont été produits au niveau des entreprises. C'est-à-dire les entreprises de production agroalimentaire, qu'elles soient. La consommation est limitée. Tout à fait. On limite la consommation. Une bonne réflexion. Très bien. Alors, on limite la consommation. Qu'est-ce qui se passe? Les entreprises qui produisent ne savent plus libérer leur stock. Vous provoquez une crise économique et financière. Donc, les entreprises fonctionnent ce qu'on appelle à travers une politique économique d'invendu. Les entreprises vont fermer parce que les chiffres d'affaires vont sensiblement diminuer et vous allez tuer l'économie. C'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est dommage. Mais dans cette situation, comment parvenir, sans cette logique, cette politique de la mobilisation de recettes, comment arriver à réunir
n'est-ce pas, les moyens de la politique du gouvernement Samalou Condé, par exemple, lorsqu'il s'agit de faire les routes, lorsqu'il s'agit de moderniser les marchés, etc., de construire les écoles. Sans cette mobilisation, on peut passer par quoi? Voilà, vous devez identifier les opérateurs économiques, les grands producteurs. Et vous avez ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Le secteur minier en République démocratique du Congo est pénétré efficacement par les IDE, les investissements directs étrangers, surtout au niveau du secteur minier. Je cite Moumi, Moutanda, Tenke Fungurume, j'en passe les meilleurs, Somika, Chemaf. Vous avez toute une panoplie d'entreprises minières qui évoluent en République démocratique du Congo, forcément au niveau de la province du Katanga, dans la grande configuration. Oui. Vous avez aussi au niveau de l'Est, avec la province d'Ituri, province orientale, qui est beaucoup pénétrée par les IDE. Vous avez l'Est de la République démocratique du Congo, même le centre, l'exploitation du diamant. Vous avez vers les provinces de l'Ouest, où il y a des investisseurs qui viennent exploiter le secteur agricole, parce que l'Ouest est vraiment riche au niveau du secteur agricole. Et donc, ces gens-là, ce sont eux à qui il faut demander de payer les taxes et les impôts. Parce que la taxe est fonction du... À la place de la population. Non, oui, la population ne produit pas. La population chôme. Vous n'allez pas demander à un citoyen à qui vous n'avez pas donné du boulot, parce que la politique d'emploi appartient à l'État. Il faut donner aux citoyens congolais du boulot pour lui demander la contrepartie, c'est-à-dire de payer l'impôt, qu'on appelle l'impôt sur les chiffres d'affaires. En ce moment, pas l'impôt sur les chiffres d'affaires, l'impôt sur les revenus, l'IPR. Donc, ce sont les entreprises qui payent l'ICA et ce sont les individus qui payent l'IPR. Moi, je paye l'IPR, mais je n'ai même pas de salaire de base. Je suis une victime de cette politique, mauvaise politique. Et donc celui-là à qui vous n'avez pas donné du boulot, vous n'avez pas amélioré ses conditions de vie, vous ne pouvez pas lui demander de payer l'impôt. Et donc c'est à ceux-là, à titre de contrepartie, à qui vous avez donné les possibilités d'investissement, vous avez assaini un climat d'affaires favorable. Est-ce qu'il y a un soubassement scientifique dans cette démarche? Tout à fait. Moi qui vous parle, j'ai publié un livre aux éditions Harmattan France, La gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. Ce livre a été lu par des éminents professeurs français de l'université de Bordeaux, de Marseille, qui l'ont approuvé. Et je me suis focalisé sur des grandes théories de finances publiques, ça va, pour essayer d'argumenter. Et j'ai soulevé dans la publication de mon livre cette réflexion qu'on ne peut pas toucher aux revenus des citoyens congolais, parce que l'irresponsabilité de l'État de pouvoir lui accorder du boulot s'avère véridique, ça va, et en ce moment-là, on ne peut pas lui demander en contrepartie de payer. C'est tricher. Je ne voudrais pas ici éparpiller la mauvaise politique fiscale qui, malheureusement, depuis plus de 2 ans, 3 ans, la République démocratique du Congo manifeste une mauvaise volonté à pouvoir tuer indirectement, asphyxier, tuer indirectement les citoyens congolais. Le RAM. Je ne voudrais pas, parce qu'il n'en est pas question ici, vous en prie, mais je ne voudrais pas toucher ce point, qu'on évite ces genres de pratiques. C'est méchant. On ne s'amuse pas, même sur le plan scientifique, ça ne s'explique pas. Il y a une opinion qui parle de l'escroquerie. Oui. À ciel ouvert. Moi je dis, on a tué le citoyen congolais. On le tue indirectement. Monsieur Jean Bosco, le chef du gouvernement, Samalou Condé, parle de la maîtrise du cadre macroéconomique pour parvenir justement à l'accroissement des recettes de l'État. Et par rapport à cette réflexion que vous venez de proposer tout à l'heure, vous pensez qu'il serait possible de maîtriser le cadre macroéconomique et d'avoir un résultat probant? L'économie est une discipline, une science têtue et rancunière. Je l'ai toujours dit et je le dis. Lorsque vous avez échoué l'année passée, vous ne pouvez pas échouer, vous ne pouvez pas réussir cette année. Et lorsque vous avez échoué cette année, vous ne pouvez jamais réussir l'année prochaine. Et donc, vous devez mettre beaucoup plus une projection économique pour l'année prochaine. Et dès lors qu'elle réussit, 2023, 2024, 2025, 2026 réussira. Vous réussirez. Ici, c'est une... Il faut un bon départ. Tout à fait. Il faut faire un bon décollage. Et la maîtrise du cadre macroéconomique a été une chanson chantée par l'ancien Premier ministre Matata Mponyo. Mozito l'a chanté aussi. Un tout petit peu. Sama continue. Alors je me pose la question, est-ce qu'il a maîtrisé le cadre macroéconomique ou il veut maîtriser? S'il dit qu'il veut maîtriser le cadre macroéconomique, je concède sa réflexion. Je concède à sa réflexion, mais je ne le vois pas. Mais il ne peut pas dire qu'il a maîtrisé le cadre macroéconomique parce que les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Une démarche qu'il se propose. Je ne le vois pas réussir. Je ne suis pas animé de mauvaise foi. Vous êtes pessimiste par rapport à quoi? Oui, c'est-à-dire que les indicateurs macroéconomiques sont au rouge.
Lorsque vous essayez un pays sans infrastructure de base, un pays sans route, ne peut jamais se développer. Jamais, jamais. Un pays sans électricité, un pays sans eau, un pays où le taux de mortalité est excessivement élevé. L'accès aux soins de santé est très faible. Le taux de scolarité est extrêmement faible. La corruption a atteint le point le plus culminant, l'apogée. Non, ça, ce sont des signes qui justifient que le Premier ministre Samalou Kondé, que je connais d'ailleurs, et qui me connaît aussi parce que nous nous écrivons, je ne suis pas ici pour vanter ma personnalité. Je vous en prie, c'est quelqu'un qui est venu d'ici. Je dis tout simplement, s'il me suit, je dis tout simplement que je suis pessimiste, que Sama ne va pas réussir. Que ce soit pour l'année 2021, jusqu'à décembre, que ce soit pour l'année 2022. Je ne suis pas un prophète de malheur. Ici, je suis un scientifique. On n'est pas au ciel où on va espérer au miracle. Qu'est-ce que vous reprochez dans cette démarche du Premier ministre, à proprement parler? La pragmatisation, c'est-à-dire la réalisation des projets qui ont été budgétisés, qui ont été prévus, et ces projets ne sont même pas réalisables à 5%. Lorsque nous essayons d'aligner la ligne d'exécution à 100%, les projets ne sont même pas de façon infinitésimale réunis, exécutés. C'est triste. Vous avez des dépassements budgétaires observés. Vous avez un déficit budgétaire accentué. Ça va. Ça se démontre. Des dépassements budgétaires sont-ils démontrés ici? Oui, justement, ça s'explique. Alors, le dépassement budgétaire, je vous dis tout simplement que la République démocratique du Congo a toujours présenté un tableau déficitaire. Lorsque les tableaux déficitaires, le projet, dès qu'il est excédentaire, le projet est excédentaire, mais la réalisation est déficitaire, directement, nous disons tout simplement qu'il y a dépassement budgétaire. Mais c'est un dépassement budgétaire décrié. Décrié parce que nous avons vu le pouvoir exécutif multiplier des taxes irrationnelles. L'hyper est irrationnel de la manière dont il a été appliqué. Pourquoi? Oui, mais tout simplement parce que, je l'ai dit. Vous l'avez dit parce que les revenus ne sont pas tout à fait. Moi qui vous parle, je n'ai même pas de base. Je suis chef de travaux à l'université, je n'ai pas de base, mais on m'a pris l'hyper. Très bien. Ils ont eu même l'intention de réduire l'hyper de 15 à 3%. Bonne intention, avancée significative. Non, mais alors, il faut annuler l'hyper. Il faut donner la base à tous les agents. Il faut transformer l'économie congolaise. Il faut partir d'une économie fiscalisée par la fiscalité vers une économie de production. Il faut redynamiser la gécamine. Il faut redynamiser. Évidemment, si vous redynamisez la gécamine, mutatis mutandis. Oui. L'économie décolle. Alors, le Premier ministre se propose une démarche, un cheval de bataille. Il se propose de lutter contre la fraude en matière d'assises et l'élargissement de l'assiette fiscale. Vous appréciez cette initiative? C'est ce que je venais de critiquer, l'élargissement de l'assiette fiscale. Mais qui est le contribuable? Le citoyen congolais. Un citoyen d'un pays du quart-monde, pays pauvre très endetté. C'est dommage. Une population dont le taux de mortalité ne fait qu'augmenter. Une population qui souffre. Mais allez observer, il faudrait que les vraies statistiques, même les organisations de santé nous donnent les vraies statistiques du taux de mortalité, n'est-ce pas? Du taux de scolarité, de l'IDH, l'indice de développement humain. Cet indice a sensiblement diminué. Oui. Le produit intérieur brut, ça va? Oui. Le produit national brut, ces agrégats macroéconomiques, il faut les diagnostiquer, il faut les traiter, il faut les examiner, il faut les analyser farouchement et de façon véridique. Vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas oser élargir l'assiette fiscale tout en misant une contribution fiscale et parafiscale sur les citoyens congolais en pensant que c'est celui qui doit contribuer afin de maximiser. Il a envie d'ailleurs, il dit que son gouvernement a envie d'aller même plus loin. Voilà, c'est-à-dire... avec 2 milliards de dollars. La pression fiscale. Oui. Voilà un gouvernement irresponsable. Il voulait mettre l'accent sur une pression, c'est-à-dire qu'il veut approfondir la pression fiscale, c'est ce que nous appelons en finance publique la fiscalité verticale. Et l'horizontale, lorsqu'elle est allégée, il tient compte du niveau de vie de la population, mais elle est verticale. Le terme vertical, c'est-à-dire approfondi. Et donc, ils veulent miser sur une opération fiscale
parafiscale verticale afin de pouvoir asphyxier le revenu. Est-ce que vous pensez, M. Jean Bosco, parce qu'on va bientôt finir notre entretien, que les préalables n'ont pas été étudiés de fond en comble avant de partir sur ce budget et voilà, envisager, les mobiliser et réussir, mobiliser les moyens de sa politique, bien entendu? Oui, c'est-à-dire qu'il faut d'abord poser la question de savoir que est-ce qu'il s'agit là d'une volonté, pas d'étudier des préalables. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils ont examiné que l'extérieur ne peut jamais nous donner les moyens. Ils sont certains que l'extérieur ne peut jamais leur donner des moyens, je veux dire. Mais à l'inverse, ils disent, voilà, nous devons fonctionner. Asphyxions la population. Mettons à dos la population. C'est tout. Donc, ça, c'est fait à dessein. Voilà. Je ne dis pas que je suis plus intelligent qu'eux. Mais ils savent que mes analyses sont vraies, mais ils sont dans l'incapacité. N'est-ce pas? Dans les cas, soit vous décidez de décoller par vos propres fonds, vous privez beaucoup de choses et vous décollez avec la population pour son compte, soit vous voulez devenir des bourgeois, vous sacrifiez la population. Ils ont choisi la deuxième possibilité, c'est-à-dire que l'égocentrisme. Et c'est ce qui se passe. Alors, donc quoique vous êtes pessimiste carrément sur toute la ligne, et vous appréciez du moins l'accroissement de ces budgets. Et en même temps, moi, je vais vous poser quand même la question, puisque vous êtes Congolais. Est-ce qu'on peut espérer, le Congolais, le souverain primaire, peut-il espérer, n'est-ce pas, un impact socio-économique par rapport à ces budgets exercice 2022? Voilà, je m'adresse aux souverains primaires qui sont en train de me suivre, c'est-à-dire les téléspectateurs. Oui. J'ai dit, tout de suite, j'ai dit, il ne faut pas qu'on vous trompe. Il ne faut même pas espérer de ça. Je sais que le fanatisme les a rongés. Il y a beaucoup d'antivaleurs qui ont essayé de pénétrer la psychologie, la moralité du citoyen congolais. Certains antivaleurs, la haine, le tribalisme, le népotisme, le clientélisme. Il y a longtemps. Je les épargne de ça. C'est un problème d'éducation et de civisme. Mais j'ai dit tout de suite, en tant qu'économiste, il ne faut pas espérer. La République démocratique du Congo au jour d'aujourd'hui ne peut rien apporter. Mais le chef de l'État prêche quand même les civismes fiscal, le gouvernement Sama Lukonde également. Vous êtes contre? Je suis déçu. Il connaît l'état de vie de sa population. Le président de la République doit faire très très attention. La confiance que la population congolaise a donnée par le passé à l'UDPS, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Mobutu nous a amenés dans une situation catastrophique, remplacé par Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Lorsque vous évaluez le chaos de Mobutu en partant de 1990-90, jusqu'en 2018, lorsque Félix Tshisekedi prend le pouvoir, vous avez cette période de catastrophe. Et l'UDPS prend, on espère que l'UDPS a dénoncé beaucoup des mots pendant la période Kabila, les deux Kabila et Mobutu, et on espère que l'UDPS peut apporter le peuple congolais vers ce qu'on appelle l'Eldorado, vers une vie meilleure, mais ce n'est pas le cas. Je voudrais citer, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, Mobutu remplace Kasavubu. Cette période de reprise de deux pouvoirs, nous avons observé la reprise économique. En 1965, l'économie congolaise a présenté une situation favorable. Mobutu, dérangé par ce qu'on appelle l'impérium politique, secoué par l'UDPS, il lance le pays dans un chaos. Laurent Désiré Kabila vient, il prend le pouvoir en 1997. 98, il a fait une année de reprise de l'activité économique. Nous avons observé une petite récession. Non, petite reprise, pas récession. Ouais, d'accord. Et puis il est tombé au chaos avec la guerre. On va finir, allez-y. Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001. 2002-2003, il essaie de mettre fin à la petite guerre de l'Est. Je l'appelle petite guerre. Bien qu'elle soit grande. Ça va ? Et il apporte une forme de bouffée d'oxygène. Et nous avons observé le boom minier avec une augmentation d'IDH. Ça se vérifie. L'UDPS, qui a décrié objectivement la mauvaise gestion de la République depuis Mobutu vient de prendre le pouvoir en 2018. 18-19. Voilà, janvier 2019. Oui, bien sûr. Dès la prise de pouvoir
jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la dépression de l'activité économique. Alors, les autres ont fait la reprise dès leur prise, mais l'UDPS, à qui nous avons octroyé beaucoup de confiance, parce qu'on espérait que l'UDPS devait changer les choses dans ce pays, mais c'est la catastrophe. Bon, on a compris que l'idéologie venait d'une autre personne, mais le profit, excusez-moi la tautologie, a profité à un autre. Alors la commission économique et financière est en train de statuer encore sur ce projet de budget. On espère que les élus du peuple vont jouer leur rôle, bien entendu. Non, non. Et pour réorientation, parce qu'on parle des toilettages, quand on parle des toilettages, c'est la réorientation et peut-être l'affectation aussi. Qui est-ce qu'on a amené au palais du peuple? Ah, encore une fois, Qui est-ce qu'on a amené au palais du peuple? On va finir notre entretien. On a amené des oncles, on a amené la tribu, on a amené des connivences. On a voté pour des non, pas du tout. Nous avons voté pas du tout. Pas du tout. Nous avons voté pour... Nous sommes, ayons de deux pieds sur terre, nous sommes tous des Congolais, nous savons qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Voilà, on a amené, ceux-là qu'on a amenés, ils sont partis là-bas pour devenir riches et ils n'ont rien à voir, il n'y a pas de compte à rendre avec cette population parce que ce n'est pas celle qui les a amenés là. Je les vois là, voilà, c'est dommage. Bien, merci infiniment de nous avoir donné votre analyse sur le budget, le projet de budget exercice 2022 du gouvernement Samalou Condé. Je rappelle que vous êtes Jean Bosco Kaoma. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à Malaika Télévision. Merci. Je salue les téléspectateurs. Merci infiniment. On pense vous retrouver prochainement pour d'autres sujets. Dans ce programme Bon Matin, on poursuit. À tout de suite.